Bonjour, bienvenue dans ce chapitre 2, dissolution et extraction, donc qui fait partie du thème 2. Donc ce chapitre fait suite au chapitre donc, sur la stabilité des solides ioniques et moléculaires, dont on avait parlé beaucoup de polarité de ces solides, donc ça va pas être pour rien, parce qu'en fait on en a besoin pour comprendre pourquoi certains solides vont pouvoir se dissoudre dans certains solvants et pas d'autres. On parlera aussi un petit peu d'extraction, donc j'en parlerai moins longuement parce que on en a déjà parlé en seconde, c'est pas le capital pour cette année. C'est parti. Premièrement, donc la polarité d'un solvant, on va voir qu'elle est très importante. Petit 1, solvant polaire. Donc un solvant, il va être polaire s'il est constitué de molécules polaires, tout simplement. Donc deux conditions pour qu'une molécule soit polaire. Elle contient une ou des liaisons polaires et la position moyenne des charges partielles positives ou négatives ne coïncide pas. Ou alors, il existe un moment dipolaire global de la molécule. Par exemple, la molécule d'eau. D'accord, souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait deux moments dipolaires, que le moment dipolaire résultant ressemblait à ça. Donc il existait, la molécule était bien polaire. Autre exemple avec l'éthanol, donc on peut faire le même raisonnement. Voilà ce que ça donnerait. Alors un petit défi pour vous, hein, le tétrachlorométhane, CCl4. Alors cherchez-moi pour la prochaine fois la polarité de cette molécule. Essayez de me déterminer si la molécule est polaire ou pas. On en reparle au prochain cours. Alors, solvant apolaire maintenant. Bon, vous l'aurez compris, un solvant il est apolaire s'il est constitué de molécules apolaires, bien sûr. Donc c'est le cas pardon, du cyclohexane, par exemple. Donc alors lui, il est apolaire parce que en fait, la différence d'électronégativité entre les carbones et les hydrogènes est tellement faible finalement que le moment dipolaire global va être considéré nul. Ça sera le cas de toutes les molécules organiques, en fait, de tous les solvants organiques, comme l'heptane aussi, qui est apolaire, hein, très peu polarisé. Finalement, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, tout simplement pour expliquer la dissolution des espèces dans différents solvants. D'une manière générale, on peut dire qu'un solvant polaire va pouvoir dissoudre des espèces polaires ou ioniques, et un solvant apolaire pourra dissoudre des espèces apolaires. Hein, ça résulte en fait des interactions qu'il va pouvoir y avoir entre les molécules ou les solides à dissoudre et les solvants. D'accord ? On va interpréter ça. Donc, cas déjà d'un solide ionique dans un solvant polaire. On va prendre le cas d'école le plus simple, le NaCl, notre sel de table, qui, je le rappelle, est constitué d'ions chlorure et sodium. Alors, regardons ce qui se passe si je mets ce chlorure de sodium dans de l'eau. On voit que le solide cristallin est complètement dénaturé, détruit. En fait, les molécules d'eau viennent arracher les ions d'une certaine manière, de manière à décomposer le cristal, quoi. Donc on va regarder ce qui se passe en détail. Regardez les molécules d'eau. Les atomes d'oxygène se rapprochent d'un atome et l'entourent, en fait. C'est ça l'hydratation. Hein, c'est quand l'hydratation, c'est quand les molécules d'eau, elles entourent un ion. Donc comment ça se passe? En fait, les oxygènes sont orientés vers cette petite sphère grise parce qu'en fait, il s'agit de l'ion positif, du sodium, hein, c'est le sodium. Donc l'oxygène qui possède deux charges partielles négatives va donc être attiré par le sodium. Et donc ces molécules d'eau vont finir par arracher l'ion et l'entourer, l'hydrater. Même raisonnement avec l'atome de chlore. Hein, donc là, on voit que ce sont les hydrogènes qui viennent se coller au chlore, parce que les hydrogènes possèdent les charges partielles positives. Le chlore, lui, a une vraie charge négative. Donc comme tout à l'heure, l'interaction est très forte, tellement forte que les molécules d'eau vont arracher l'ion du cristal. Et c'est comme ça que le cristal va être complètement détruit, en fait, lors de la dissolution. Alors, pour résumer ça sur votre cours, on va résumer en 3 étapes. La première étape, ça va être la dissociation. C'est quand les molécules d'eau viennent arracher les ions du cristal. C'est la dissociation. D'accord ? Le fait qu'il y ait des interactions entre les molécules d'eau et les ions vont abaisser les forces attractives qu'il y a dans le cristal et vont permettre d'arracher les ions finalement. La deuxième étape va s'appeler l'hydratation.
Donc là, ça consiste en fait à entourer les ions qui viennent d'être arrachés de molécules d'eau, comme on a pu voir sur l'animation. Vous pouvez retrouver toutes ces figures, page 225 de votre livre. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Une fois les ions hydratés, ils vont s'éloigner du cristal et se dispatcher en fait dans toute la solution qui leur est offerte. Donc maintenant que c'est compris, on va pouvoir mettre en équation, c'est-à-dire modéliser cette dissolution. Donc comme d'habitude, l'équation de dissolution devra respecter certains principes, à savoir la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Au début, vous avez un solide qui est neutre, d'accord, NaCl. Donc à la fin, les produits devront globalement donner une charge neutre à la solution. Donc, très important, quand vous écrivez ça, vous notez bien l'indice de ce dont vous êtes en train de parler. Ici, on parle de chlorure de sodium solide. Donc, entre parenthèses, je mets un petit s. Ensuite, une flèche par-dessus laquelle vous écrivez le solvant utilisé, ici de l'eau, et les produits. Donc, Na+, et Cl-. Une petite remarque très importante, vous devez absolument écrire qu'il s'agit d'ions aqueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont hydratés. C'est ce petit aqueux qui nous indique que chaque ion est entouré de molécules d'eau. Donc ça, vous n'oubliez pas à partir de maintenant. Autre exemple, le chlorure de cobalt. Allez, essayez de mettre pause et essayez de me faire l'équation de la dissolution du chlorure de cobalt. Donc, comme tout à l'heure, la flèche avec l'eau et les produits. Donc, bien sûr, on n'avait pas entendu parler encore du cobalt, des ions cobalt, mais c'est quand même assez facile de déduire la charge du cobalt, étant donné qu'on a deux ions chlorure et que vous connaissez très bien l'ion chlorure. D'accord? Donc, par déduction, vous pouvez trouver tout seul, normalement, la charge du cobalt, ici. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que là, il y a un 2, que le 2 n'intervient que pour l'élément d'avant, donc c'est-à-dire le chlore. D'accord? Donc il y a bien deux ions chlorure ici. C'est ce qui explique le 2+ ici. Maintenant, on va comprendre ce qui se passe lorsqu'on a une substance moléculaire, cette fois dans un solvant polaire. Tout à l'heure, on a vu un solide ionique. Maintenant, on va parler de substance moléculaire dans un solvant polaire. D'accord? Comment expliquer que l'éthanol se solubilise dans l'eau? L'éthanol est une substance moléculaire, c'est-à-dire que en fait, elle est constituée de plusieurs molécules d'éthanol. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir formation de liaisons hydrogène et de Van der Waals entre l'eau et les molécules de solvant. Donc, en fait, finalement, la molécule d'éthanol va pouvoir être hydratée exactement comme l'étaient les ions. Et du coup, l'équation de dissolution, ça va être ça. Donc, toujours pareil, la flèche avec au-dessus le solvant utilisé, et ensuite la forme hydratée de l'éthanol. D'accord? Tout simplement. Maintenant, le cas d'un soluté apolaire dans un solvant apolaire. Donc, les solutés moléculaires apolaires ou peu polaires sont généralement solubles dans les solvants apolaires. C'est pas trop là-dessus qu'on va vous attendre, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Ça, c'est la partie un petit peu délicate du chapitre. Concentration molaire d'une solution. Exemple du chlorure de fer. Donc, le chlorure de fer, voilà son équation de dissolution et le tableau d'avancement qui va découler de ceci. Donc, vous connaissez maintenant comment construire un tableau d'avancement. À l'état initial, j'ai un avancement qui est nul, x égale 0. Et un état d'avancement maximal qui va correspondre à la dissolution totale du chlorure de fer, donc ce qui veut dire que finalement cette case-là sera égale à 0 à l'état final. D'accord? Ce qui va nous permettre de dire finalement que la quantité finale d'ion Fe3+, elle va correspondre à Xmax, c'est la valeur que je lis dans le tableau, hein, pour l'état final, ici je lis Xmax pour Fe3+. Je peux également dire la même chose pour les ions chlorure. Donc, grâce au tableau, je vois que c'est égal à 3Xmax. Et bien sûr, je peux déduire la valeur de Xmax grâce à cette case-là. Donc, on voit que Xmax est égal à la quantité initiale de chlorure de fer. Donc, de là, on va pouvoir déduire, comme on avait vu dans le chapitre précédent,
le lien entre les quantités de matière de chaque substance hein, qui interviennent, et en déduire le lien entre les concentrations. Donc si je prends ce côté de l'égalité, je peux dire, comme tout est dans le même volume, que la concentration de FeCl3 c'est égal à celle de Fe3+. Par contre, pour les ions chlorure, ici il y a un coefficient 3, donc il faut faire attention. Par exemple, ici, je peux faire l'égalité entre cette partie et cette partie, et en déduire ce lien entre les concentrations. Et même chose, si j'avais pris cette égalité ici. Là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration molaire des ions en solution est souvent différente de la concentration molaire en soluté apportée. Quelques mots sur l'extraction pour clore ce chapitre. Je redéfinis rapidement ce qu'est la solubilité d'une espèce. Hein. Il s'agit de la masse maximale qu'on peut dissoudre par litre de solvant. Elle se note petit s, son unité c'est le gramme par litre. Effectivement, c'est la même que la concentration massique, simplement c'est une concentration massique particulière puisque c'est la maximale qui puisse être atteinte. Elle dépend de la nature de la substance à dissoudre, hein, du soluté, elle dépend du soluté et du solvant, ainsi que de la température. Bon, voilà. Quelques mots également sur le choix du solvant pour l'extraction. Donc il y a des critères à respecter. Bien sûr, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le nouveau solvant, hein, s'il y en a un mélange. Et le solvant ajouté et le solvant initial ne doivent pas être miscibles. On peut ainsi séparer les deux substances d'un mélange en utilisant une ampoule à décanter. Voilà pour la fin de ce chapitre. À bientôt.